Donc la notion de contrat, un contrat, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de coordination entre un vendeur en amont de la chaîne et un acheteur qui est plutôt en aval de la chaîne. C'est un outil donc, qui va permettre de coordonner les objectifs de ces deux interlocuteurs qui ont souvent des objectifs différents et parfois opposés, de façon donc à essayer de maximiser le profit total qu'ils pourraient obtenir. Le contrat, il peut porter donc sur divers éléments, que ce soit le prix, la quantité, la gamme de produits sur lequel va porter le contrat, ça peut être les conditions de transport, les conditions de paiement. Donc un contrat, il pourrait être uniquement sur un prix, mais il peut intervenir, enfin on va pouvoir contractualiser sur tout un tas d'éléments que je viens de citer. Alors, d'un point de vue de la science économique, quand on parle de contrat, on parle généralement d'un contrat qui est écrit, puisqu'il va constituer une preuve sur laquelle va pouvoir s'appuyer une tierce personne, souvent une institution juridique ou autre, pour faire respecter le contrat qui a été passé donc, entre les deux parties. Donc ici, on parle avant tout de contrat écrit et non pas de contrat on va dire, moraux ou de contrats oraux entre des acteurs économiques. Donc le contrat ici en sciences économiques, il va surtout s'appliquer sur des questions d'économie industrielle. On peut l'étendre à des notions de marketing par exemple aussi, ou de droit, donc en dehors de la sphère économique. Mais dans le cas présent et par rapport donc à mes compétences, on va plutôt donc s'inscrire dans ce que l'on appelle l'économie industrielle. Concernant l'origine de la notion du contrat, en sciences économiques, historiquement, les premiers travaux se sont développés autour de la notion du marché où se confrontaient donc des acheteurs d'un côté et des vendeurs de l'autre, avec donc la fixation d'un prix unique de la transaction, donc de façon un peu magique, ce qu'on appelait la main invisible d'Adam Smith. Et donc par rapport à cette notion de marché, on a eu, début des années 30, des travaux qui se sont développés, en particulier via donc Ronald Coase, qui s'était intéressé donc aux échanges, pas uniquement sur les marchés, mais aussi aux échanges entre firmes, et donc qui a mis en avant ce qu'on appelle la théorie de la firme, pour montrer que une grande partie des échanges ne se passait pas uniquement sur le marché, mais prenait soit la forme de contrats, liant dans ce cas-là donc deux entreprises entre elles, ou pouvait aussi avoir différentes formes d'organisation, telles que par exemple une intégration, où la firme donc décide de racheter complètement le vendeur du bien et donc ensuite de fabriquer en interne le bien et donc de se passer complètement de l'interlocuteur et de la nécessité de passer un contrat, où donc on peut avoir différentes formes encore d'interaction au sein de la firme. Ce n'est pas nécessairement de l'intégration totale, mais ça peut être de l'intégration partielle où l'entreprise, dans ce cas-là, ne va réaliser en interne qu'une partie donc, des tâches et va continuer à contractualiser avec des vendeurs sur d'autres biens dans ces cas-là. Quand on parle de contrat, on parle d'un échange entre un acheteur et un vendeur. Donc on peut penser au terme, au-delà de l'échange, de la transaction, mais qui peut être cette fois-ci unique, donc à un moment donné particulier du temps, à l'opposition du contrat qui est plutôt un cadre légal dans lequel va s'inscrire une multitude de transactions au cours du temps. On peut penser également à la notion d'une convention, qui est plutôt un engagement qui peut être écrit ou oral, mais qui est un peu différent de ce que l'on entend par un contrat. On peut penser à la notion d'un cahier des charges, un cahier des charges,
qui va stipuler par exemple tout un tas de critères de la production. Et ce cahier des charges, lui, il peut s'inscrire comme un élément ou comme une pièce du contrat. En termes de notions associées au contrat, quand on parle de contrat, on fait souvent référence au pouvoir de négociation des acteurs qui contractualisent. Et donc le pouvoir de négociation, c'est justement la faculté à imposer ses propres termes de contractualisation aux partenaires. Également, en termes de notions associées, on peut penser à la notion de pouvoir de marché, puisque plus on a une faculté à avoir une marge importante sur le marché dans lequel on opère, plus on est à même à imposer ses propres conditions dans la rédaction du contrat à son partenaire. Donc c'est souvent des termes qui sont utilisés, pouvoir de marché, pouvoir de négociation, rapport de force, lorsqu'on fait référence aux termes de contrat. Ici, un contrat, donc, sa première règle, c'est justement, sa premier intérêt, pardon, c'est donc de maximiser le profit, d'avoir une efficacité importante via cet outil-là. Un deuxième intérêt de recourir à un contrat, donc ça va être par exemple de minimiser les coûts de transaction, puisque si on n'a pas de contrat, à chaque transaction que l'on veut faire avec son partenaire, on est obligé d'avoir une prise d'information sur le fonctionnement du marché, sur les niveaux de transaction qui se passent au moment présent sur le marché, sur des informations après sur la livraison, sur la logistique, sur les délais de paiement et ainsi de suite. Un autre intérêt du contrat, c'est évidemment donc de minimiser les risques pour les parties contractantes, puisque sur le délai sur lequel s'opère le contrat, eh bien, ils peuvent savoir à quel prix donc ils vont pouvoir vendre le bien du point de vue de l'acheteur, du point de vue du vendeur, ou à quel prix ils vont acheter le bien pour l'acheteur. Et enfin, on peut dire que le contrat aussi il va permettre de réduire l'asymétrie d'information entre donc, le vendeur et l'acheteur. Donc l'asymétrie d'information, c'est justement quand les parties contractantes n'ont pas le même degré d'information sur le bien sur lequel s'opère la transaction. Typiquement, par exemple, sur la qualité du bien, le vendeur, lui, connaît la qualité du bien qu'il propose à l'acheteur, mais l'acheteur, lui, a souvent une information imparfaite sur la qualité de ce bien. Et donc, un contrat et les différentes clauses que l'on peut inclure dans le contrat vont permettre de minimiser ou en tout cas de réduire cette différence d'information entre l'acheteur et le vendeur sur le produit donc, qui est échangé. On a finalement deux situations très contrastées entre l'amont de la filière et l'aval. En amont, historiquement, entre donc, les agriculteurs et les premiers transformateurs, les contrats étaient très peu utilisés pour diverses raisons. En particulier parce que pour les transformateurs, le fait de pouvoir changer à leur guise leur partenaire économique était un avantage qu'ils utilisaient, donc ils n'étaient pas liés à un contrat. Mais petit à petit, les pouvoirs publics ont incité producteurs et transformateurs à contractualiser leurs échanges à travers différentes lois. On peut penser à la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche en 2010, et puis plus récemment la loi Egalim 2 qui qui rend obligatoire la contractualisation entre agriculteurs et le premier transformateur. Donc ça c'est pour la partie amont de la chaîne, et puis en aval, si on regarde les transactions entre les industriels et la grande distribution, là on a un outil, le contrat, qui est utilisé depuis très longtemps, qui est donc sujet justement à de nombreuses crispations, et on le voit très régulièrement dans la presse, les industriels se plaignant des pressions subies lors de la rédaction des contrats par la grande distribution. Et donc on a un arsenal législatif qui est
beaucoup plus important et qui vise à encadrer donc la rédaction de ces contrats entre industriels et grande distribution. Cet arsenal législatif, il a évolué énormément au fil du temps. On peut penser à la loi Galland en 1996, à la loi de modernisation de l'économie en 2008, et puis donc la fameuse loi Egalim et Egalim 2 qui reviennent toujours sur les termes et la façon dont on peut rédiger ces contrats et ce que ces contrats peuvent inclure donc entre industriels et distributeurs. La notion de contrat, elle va pouvoir donc permettre d'accélérer ou en tout cas d'appuyer plus fortement la transition agroécologique à travers justement les termes que l'on peut mettre dans ce contrat. Et donc, si l'aval souhaite avoir des produits plus sains, plus durables, eh bien, il peut l'inscrire dans le contrat à travers, par exemple, le cahier des charges qui va y être associé et donc demander aux producteurs de respecter un certain nombre de contraintes donc, qui peuvent conduire à une transition agroécologique donc plus importante. On peut également penser à des contrats qui vont engager l'ensemble de la chaîne alimentaire, par exemple ce que l'on appelle des contrats tripartites qui vont engager à la fois les distributeurs, les industriels et les agriculteurs et qui sont utilisés pour la production de biens à haute valeur environnementale. Et donc ce sont des mécanismes qui donc vont passer par la rédaction d'un contrat qui vont lier donc les trois parties prenantes donc, de la chaîne.